Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour commencer une nouvelle leçon d'histoire qui fait suite en fait à la leçon d'histoire qu'on avait vue, qu'on avait commencé et qu'on n'avait pas terminé, pardon, sur la Révolution française. Donc avant d'étudier le document qui va nous permettre de nous poser différentes questions, j'aimerais qu'on revienne sur la leçon d'histoire précédente sur la Révolution française qu'on n'avait pas terminée. Non pas pour qu'on la termine parce que ça me semble beaucoup plus compliqué puisque j'ai beaucoup de choses à vous raconter et que c'est de cette manière-là que j'aime le faire passer cette précédente leçon, mais juste pour insister sur un point, sur quelques points qui me semblent importants pour que vous compreniez bien le lien qui va se faire entre la leçon qu'on va commencer aujourd'hui et la leçon précédente. Donc vous vous souvenez qu'on avait étudié les différents événements de la Révolution française depuis 1789 on les aurait étudiés jusqu'en 1815. On avait étudié par exemple l'ouverture des États généraux du 5 mai 1789, la prise de la Bastille du 14 juillet 1789, l'abolition des privilèges du 4 août 1789, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26, 27 et 28 août 1789. Bon, on avait étudié donc plusieurs événements qu'on avait placés sur une frise chronologique. Et donc si on faisait ça, c'était à la fois pour connaître le déroulement de la période importante qui est la période de la Révolution française, mais aussi pour pouvoir étudier les changements que cela induit. Et il y a un changement important qu'a amené la Révolution française, c'est le changement de la manière dont le pays est gouverné, ce qu'on appelle en fait le régime politique. Le régime politique, c'est la manière dont un pays est gouverné. Il existe en fait, globalement, il existe trois grands types de régimes politiques. Il existe tout d'abord la monarchie. La personne qui va diriger le pays est un roi. C'est le cas par exemple aujourd'hui de l'Angleterre, de la Belgique, des Pays-Bas, ce sont des monarchies. Aussi de beaucoup de pays du Moyen-Orient, d'États du Golfe, l'Arabie Saoudite, c'est une forme de monarchie par exemple. Il existe, deuxième exemple de régime politique, l'Empire. Donc l'Empire qui ressemble finalement à une monarchie dans son fonctionnement, mais dont la personne n'est pas un roi ou un monarque, mais qui est un empereur. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas d'empire aujourd'hui dans le monde, mais il y en a eu dans le passé, l'Empire romain par exemple, l'Empire français, on en reparlera juste après. Et puis, autre régime politique le plus répandu actuellement dans le monde, celui qu'on appelle la République, c'est-à-dire un régime politique dans lequel le pouvoir appartient à des électeurs, à des personnes qui peuvent voter et qui ne vont pas exercer leur pouvoir directement, mais qui vont, grâce à leur vote, donner leur voix à une personne pour que cette personne exerce le pouvoir en leur nom. D'accord ? En fait, on élit des représentants dans une république qui vont exercer le pouvoir à sa place, à notre place. Donc, en fait, durant la période de la Révolution française, en 1789, vous allez le voir, vous le voyez sur la frise chronologique que vous avez devant les yeux, la France a expérimenté tous les régimes politiques. Oui, depuis le Moyen-Âge, la France est une monarchie. On l'avait vu en 5e, on l'a vu aussi cette année en 4e. Et cette monarchie, elle est de plus en plus forte, de plus en plus importante. Les rois de France ont petit à petit pris de plus en plus de pouvoir, jusqu'à temps qu'ils aient tous les pouvoirs, le pouvoir de faire les lois, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir de mettre en place les lois, le pouvoir militaire, le pouvoir religieux. Ils ont absolument tous les pouvoirs, le pouvoir judiciaire aussi, bien entendu. Et donc c'est pour ça qu'en ayant tous les pouvoirs au cours de l'époque moderne, on a appelé cette monarchie française la monarchie absolue. Et donc au début de la Révolution française, Louis XVI, roi de France, est un monarque, est un roi absolu qui détient tous les pouvoirs sur son pays et sur ses sujets. Donc ce pouvoir, cette monarchie absolue, on l'avait vu en classe, est de plus en plus contestée par des personnes qui veulent participer eux aussi au pouvoir en France. Et le point d'or, le sommet, la point d'intensité la plus forte de cette contestation, elle apparaît en 1791 lorsque le roi Louis XVI décide de s'enfuir, de quitter son pays. La fuite du roi à Varennes dans la nuit du 20 au 21 juin 1791 est vraiment un traumatisme pour les Français qui va signer la fin justement de la grande popularité dont pouvait encore bénéficier Louis XVI, puisque Louis XVI est considéré comme ayant voulu abandonner son peuple. Et à partir de juin 1791 et surtout septembre 1791, le roi ne gouverne plus seul. La monarchie absolue en France est terminée. Le roi est toujours le représentant politique de premier plan de la France. On est toujours dans une monarchie, mais à partir de septembre 1791, le roi est obligé de partager les pouvoirs avec une assemblée qui donc va gouverner en lien avec le roi. Alors, la répartition des pouvoirs se fait grâce à un texte très important qu'on appelle une constitution,
le roi aura certains pouvoirs, cette assemblée en aura d'autres. C'est pour ça que cette période de l'histoire de France, cette période d'histoire politique de la France, de septembre 1791 jusqu'à septembre 1792, qui aura été très courte, vous le voyez, hein, c'est ce qu'on appelle la monarchie constitutionnelle. On a toujours un roi, mais le roi ne gouverne plus seul, à la différence de la monarchie absolue. Alors pourquoi ça dure très peu de temps? Ça dure très peu de temps parce que le roi n'accepte pas du tout cette situation. Durant l'été 1792, Louis XVI décide d'appeler à l'aide son beau-frère, hein, l'empereur des Habsbourg, le frère de Marie-Antoinette, sa femme. Il décide de l'appeler à l'aide parce qu'il se sent prisonnier, il ne peut pas exercer le pouvoir comme il l'entend, il veut qu'on lui rétablisse son pouvoir. Et donc cet appel à l'aide est vécu comme une deuxième trahison par le peuple français, par cette assemblée avec qui gouvernait Louis XVI. Et donc à partir de l'été 1792, le roi de France va être emprisonné. Et à partir du moment où il est emprisonné, eh bien, il n'exerce forcément plus du tout de pouvoir. Il va être emprisonné en attendant son procès qui aura lieu en décembre 1792 et en janvier 1793. Et son procès, ce sera la décision sera sans appel. Hein. On va condamner Louis XVI à mort pour trahison, pour d'autres choses, hein. Mais on va le condamner à mort et il va être décapité en janvier 1793. Donc les Français ont décapité, ont jugé, condamné et exécuté leur roi en 1793. Et donc, puisque le roi a été arrêté durant l'été 1792, à partir de septembre 1792, il n'y a plus de roi. Et donc la France change à nouveau de régime politique. Puisque le roi n'exerce plus de pouvoir, il faut un nouveau régime politique. Et ce régime politique, on va le nommer une république. Puisqu'en fait, la personne qui va... ça va être un groupe de personnes, ça va être une assemblée qui va détenir ce pouvoir. Et la particularité de cette assemblée, c'est que les députés de cette assemblée sont des gens élus par le peuple, par une partie du peuple. Donc le peuple donne son pouvoir, en fait, en choisissant une personne, en votant pour une personne qui va l'exercer à sa place. Donc il y aura un certain nombre de députés qui vont se diviser entre différents groupes. Bon bref, je passe. Et donc la République, qui va commencer en septembre 1792, va durer on va dire jusque 1804 officiellement, même si dès 1799, on n'est plus vraiment dans une république, hein, mais on va dire qu'elle va durer jusque 1804, parce qu'en fait, en 1804, il se passe un événement extrêmement important. Un personnage qui est apparu en France, qui est un homme qui a vécu toute la Révolution française comme soldat, qui a monté tous les paliers pour devenir général, le plus haut poste dans l'armée de la République de cette époque, hein, de la Première République. Monsieur Napoléon Bonaparte va se faire sacrer empereur le 2 décembre 1804. En fait, il est déjà dans la vie politique, il fait déjà partie des personnages politiques très importants dès 1799 dans cette période de la République, mais c'est le personnage le plus important depuis 1799, mais le 2 décembre 1804, il décide de franchir le pas, il décide de supprimer la République pour se faire sacrer empereur, et donc son sacre marque la fin justement de la République, et le début d'un nouveau régime politique qui ressemble un petit peu à la monarchie absolue, mais avec des changements. Bon bref, on aurait dû l'étudier, mais on n'a pas pu. Mais ce nouveau régime, c'est ce qu'on appelle l'Empire. Donc pour résumer, hein, finalement, on est passé de la République depuis septembre 1792, hein, lorsque le roi a été arrêté, condamné et jugé, arrêté, jugé, condamné et exécuté. On a eu une République qui a commencé en septembre 1792 jusque décembre 1804, lorsque Napoléon Bonaparte décide de se faire sacrer empereur au nom de Napoléon Ier, et la France devient un empire. Empire qui a duré jusque 1815, jusque la défaite du 18 juin 1815, défaite lors de la bataille de Waterloo, défaite des armées françaises de Napoléon contre une alliance, une coalition de différentes puissances européennes, les Britanniques, les Néerlandais, les Prussiens surtout, qui se sont opposés à Napoléon, se sont opposés à la France et ont réussi à définitivement battre Napoléon, à l'exiler sur une île lointaine, hein, pour qu'il ne revienne jamais, et qui meurt là-bas, hein, effectivement mort sur cette île de Sainte-Hélène. Et Napoléon a dû abdiquer en juin 1815, le 22 juin 1815 précisément. Et à partir du moment où Napoléon a quitté le pouvoir, forcément la France doit trouver une nouvelle personne qui va gouverner. Peut-être changer de régime politique ou rester un empire. Ça justement, c'est ce que vous allez voir avec la leçon qu'on va commencer aujourd'hui.
cette nouvelle leçon d'histoire qui commence donc en 1815 et qui durera, entre guillemets, jusqu'en 1870, du moins qui s'étendra jusqu'en 1870. Donc pour commencer cette leçon, j'espère que vous avez bien compris que la France a changé de régime politique durant la période de la Révolution française. J'ai oublié de le préciser, mais on peut le dire là. Par exemple, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire ce texte fondamental qu'on avait étudié et qui donne aux Français de nombreux droits, ce texte a perduré durant toute la période de la Révolution française. Bon, même s'il y a eu quelques entorses à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen faite par Napoléon dès 1799, du moins des droits ou des articles qui ont été moins respectés, mais finalement cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'a jamais été supprimée par aucun des dirigeants français de l'époque. Et elle a continué tout au long du siècle suivant, le 19e, et continue encore aujourd'hui, elle est toujours en vigueur dans notre pays aujourd'hui. Donc quoi qu'il en soit, vous voyez que la France a changé de régime politique, avec des rois, empereurs, républiques, assemblées, mais il y a tout de même eu des choses qui ont continué. Et donc là, nous, on est en 1815, et justement, qu'est-ce qui se passe en 1815? Beaucoup de choses, forcément, mais j'aimerais qu'on insiste sur une chose à partir de ce document. Donc voilà, prenez une feuille, un crayon de bois ou un stylo pour pouvoir essayer de répondre aux questions que je vais vous poser sur ce document qui va lancer notre nouvelle leçon d'histoire. Vous mettez la vidéo sur pause, vous en avez l'habitude. Essayez de jouer le jeu pour vous entraîner. Donc là, vous avez un petit document qu'on pourrait qualifier d'un graphique. Où vous avez ici l'axe des années, qui va de 1815 à 1870. Puis on pourrait ajouter un axe ici avec un autre renseignement. Alors justement, l'objet de ma première question, c'est essayer de déterminer quel est le thème de ce graphique, de quoi va parler ce graphique. Mettez la vidéo sur pause et on se retrouve tout de suite après. Eh bien, j'espère que vous avez réussi à découvrir que ce graphique, et c'est le terme qui revient chaque fois, c'est le terme d'électeurs. Vous avez ici un graphique qui vous montre l'évolution du nombre des électeurs en France de 1815 à 1870. De toute façon, vous aviez le titre qui était indiqué ici. Donc justement, puisque vous avez compris que vous avez un graphique qui vous montre le nombre d'électeurs en France de 1815 à 1870, deuxième question, que pouvez-vous dire sur ce nombre d'électeurs? Observez mon graphique et essayez d'en déduire une explication, du moins un élément de compréhension, un élément d'analyse de graphique. Donc j'espère que vous avez réussi à trouver la réponse à cette question. De 1815 à 1870, vous voyez, on est passé de 100 000 électeurs en France, sur 30 millions à peu près, à 9,5 millions d'électeurs, toujours sur une population d'environ 30 millions de Français. C'est-à-dire qu'on a eu une énorme augmentation, une croissance du nombre d'électeurs en France entre 1815 et 1870. Une croissance qui a été progressive au début de la période, puisqu'on est passé de 100 000 électeurs à 170 000 électeurs. Puis on a eu un bond, vraiment quelque chose d'énorme, une énorme augmentation, passant de 170 000 électeurs à 9,5 millions d'électeurs. Avec une petite chute aux alentours des années 1850, on y reviendra, puis pour revenir à 9,5 millions d'électeurs. Donc, puisque vous savez que vous avez un graphique qui vous montre le nombre d'électeurs en France entre 1815 et 1870, que vous savez que ce nombre d'électeurs a augmenté, eh bien, pouvez-vous essayer d'imaginer quelles questions on va se poser par rapport à ce document? Mettez la vidéo sur pause et on se retrouve tout de suite après. Alors j'espère que vous avez réussi à trouver des questions intéressantes. Moi je vous en propose quelques-unes qui sont peut-être pas celles que vous avez trouvées, mais bon, peut-être qui s'approchent. Alors, on peut déjà se demander comment ça se fait que le nombre d'électeurs augmente entre 1815 et 1870. Oui, ça nous semble légitime. Pourquoi justement il y a eu aussi un énorme bond, cette énorme augmentation du nombre d'électeurs entre le milieu de la période. Première question. On peut aussi s'interroger, le mot d'électeur étant un terme générique, s'interroger sur savoir qui vote. Est-ce que tout le monde peut voter en France durant cette période? Si ce n'est pas le cas, qui ne vote pas, qui vote justement. De la même manière, vous doutez bien que lorsqu'on passe de 100 000 électeurs à 9,5 millions d'électeurs pour la première fois, il y a toute une partie de la population qui ne vote pas. Donc on peut aussi se demander comment ça se passe, qui vote et comment les gens apprennent à voter, comment se déroule le processus de vote. Et puis enfin, on peut aussi se demander quelles conséquences ça a le fait de donner le droit de vote à plus de personnes dans un pays. Quelle signification cela peut-il avoir? Donc ce que je vous propose, moi, c'est de noter tout ça dans notre cahier d'histoire. Alors pour bien organiser le cahier d'histoire, donc vous le prenez partie histoire, vous prenez la dernière page où on a noté notre leçon d'histoire, et vous passez 10 pages. Après avoir passé ces 10 pages,
vous allez vous retrouver devant 2 pages blanches. Alors pourquoi passer 10 pages? C'est parce que si jamais on se revoit, on pourra finir notre leçon d'histoire et coller tout ce qu'il y a à coller. Mais là, passez une dizaine de pages, et puis vous allez vous retrouver devant 2 pages blanches. Vous me faites un petit rectangle de 6 cm sur 3 pour pouvoir coller le document que je vous donnerai. Et puis en dessous, au milieu, en colonne, comme d'habitude, on va pouvoir noter la leçon. Petite précision, hein, mettez plutôt votre vignette plutôt en haut de votre cahier, pas trop au milieu parce que là, le début va être un petit peu long. Donc on y va. On va pouvoir donc noter, donc vous voyez, hein, comme vous, moi je mets la vignette plutôt en haut de mon cahier, et je vais pouvoir noter en dessous le début de la leçon. Donc stylo bleu, c'est parti. On peut noter que depuis le début de la Révolution française, et tout au long du 19e siècle, la France a connu plusieurs changements de régime politique. La France a connu plusieurs changements de régime politique dans lequel les citoyens, ont été plus ou moins intégrés. Leur participation à la vie politique par le vote, est allée croissante entre 1815, c'est ce qu'on avait vu grâce au graphique, hein, et 1870. À la ligne, passer les lignes en majuscule les questions. Donc on peut se poser plusieurs questions. Qui vote entre 1815 et 1870? Première question. Deuxième question, comment vote-t-on entre 1815 et 1870? Troisième question qu'on peut se poser, comment peut-on expliquer l'augmentation du nombre de votants ou d'électeurs? L'augmentation du nombre d'électeurs entre 1815 et 1870. Et enfin, dernière question, on peut aussi se demander quelle signification, on peut mettre au pluriel, quelle signification a l'obtention du droit de vote sur la vie politique française? Qu'est-ce que ça signifie, hein, qu'une partie de la Révolution française ait le droit de vote? Qu'est-ce que ça change en fait sur la vie politique française? Donc plusieurs choses à souligner en rouge, hein. Vous pouvez nous souligner que la France a connu plusieurs changements de régime politique. Les citoyens ont été plus ou moins intégrés. Et enfin, la dernière phrase, la participation à la vie politique par le vote, j'ai oublié un mot, hein, ici, est allée croissante entre 1860 et 1870. Vous pouvez me souligner ça aussi. Donc voilà, notez bien tout ça, pensez à me colorier le centre de votre leçon, et puis envoyez-moi votre leçon comme vous en avez l'habitude pour montrer que le travail a été fait. Allez, travaillez bien, bon courage, à bientôt, au revoir.